Démarre. Bien, bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette 59e conférence. C'est la 59e fois que nous nous réunissons ce soir dans le Zoom 19h de Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir l'association des métiers médicaux des industries de la santé, l'AMIS, en résumé, en acronyme, AMIS, avec 2 M, et 4 de ses membres éminents. Alors, je vais commencer par Emmanuelle Voisin, qui est CEO, présidente de Voisin Consulting, membre du conseil d'administration de l'AMIS. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir Jacques Bernard et bonsoir à tous. Et Virginie Lobrega-Durier, qui est Head of Clinical Operations chez Actelion. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Voilà. Mathieu Robin, qui est le VP, vice-président de l'AMIS et directeur des données de santé chez Unicancer. Bonsoir Mathieu. Jean-Bernard, bonsoir tout le monde. Et pour finir, le président en personne de l'AMIS, Bertrand Le Bourgeois, qui est aussi président de Pharmarketing. Alors, l'AMIS, c'est une association. Bonsoir Bertrand. On va peut-être commencer par poser le décor de l'AMIS. Quelles sont effectivement, quelles sont les missions, quelles sont les réalisations? Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous faire un peu, nous poser ce décor? Merci Jacques Bernard. Bonsoir à tous. Donc j'ai préparé quelques diapos parce que c'est toujours plus agréable avec en mettant des visages aussi pour que tout le monde puisse se voir qui constitue la MIS, qui est actif dans cette association. Donc voilà, vous avez directement donc le conseil d'administration de la MIS avec alors je sais pas si vous voyez bien parce que les photos sont peut-être un peu petites. J'ai fait un copier-coller du site internet. Mais vous voyez, donc on est 12, ce qui est bien parce que ça permet d'être assez nombreux pour gérer les activités. Donc on est une association de scientifiques qui œuvront dans, comme le nom l'indique, dans les métiers médicaux des industries de santé et plus d'ailleurs, puisqu'on a des personnes qui sont dans le domaine académique comme Mathieu Robin qui est chez Unicancer et on a d'autres membres qui sont chez Curie, etc. Donc en fait, les membres sont d'un panel assez large, mais ce qui nous regroupe en fait, c'est que c'est des gens qui sont dans le domaine scientifique, dans ces métiers médicaux. Donc on peut citer effectivement la recherche clinique, le medical access, la recherche pure et le préclinique également, bien entendu, l'épidémiologie, donc quand on parle de medical access, on parle des jobs de MSL, on a fait un webinaire là-dessus, et puis divers sujets, les nouvelles technologies par exemple. Donc Mathieu, Virginie et Emmanuel vont aborder ces différents points dont on parle à la MIS pour vous donner un petit peu envie de nous rejoindre et de voir, de pouvoir effectivement partager les informations. Parce que si vous êtes des sociétés de taille petite ou moyenne, ça peut être intéressant de comparer avec nos membres qui sont en général dans des grosses sociétés, mais pas que. On a plusieurs membres qui sont dans des petites biotech ou des petites medtech ou des petites CRO. Voilà. Parfait. Alors, donc, allez-y. Pardon. Oui. Bon, voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir ces diapos. Ça reprend en fait ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, actuellement, on a plus de 120 membres. Notre mission, en fait, c'est double. C'est de permettre aux personnes qui sont dans ces métiers bien sûr, de réseauter ensemble, bien entendu, mais surtout, en fait, d'apprendre et d'avoir un apprentissage continu au travers de ces événements qu'on organise et au travers d'événements auxquels on peut être amené, nous, à intervenir en tant que speaker, qu'intervenant, en fait, et du coup, on devient, nous, formateurs. Donc, par exemple, chez nous, on a Anna Rodet, qui est directrice médicale chez Zambon France, qui a eu l'occasion de faire une présentation à la fac de médecine à Lyon. Voilà. Donc, c'est un peu ça notre ADN. Et on a donc parce qu'il faut des fois parler un peu argent, donc la cotisation annuelle est vraiment d'une somme modique. Elle est de 70 €. Et une fois que vous l'avez payée, vous avez accès gratuitement à toutes les activités de la MIS. Voilà, donc networking opportunities, carrière développement, évidemment, par le networking, etc.
Alors voilà très rapidement les activités de cette année. Donc vous voyez, on s'était mis comme objectif d'en faire 4. En fait, on va exploser le compteur puisqu'on a fait un webinaire MSL le 14 mai, essai clinique in silico il y a la semaine dernière. On fait celui-ci ce soir et puis on va faire une soirée à Paris sur les essais cliniques pédiatriques avec l'intervention de Sylvie Benchetrit de la NSM et de plusieurs personnes spécialisées dans ce domaine-là. On aura 2 webinars sur les données de vie réelle, donc en anglais Real World Evidence. Alors ça, c'est le domaine de Mathieu Robin, qui est directeur des données de santé chez Unicancer, et il pourra vous en parler un petit peu. Et puis, on a un webinaire intelligence artificielle pour les métiers médicaux qui est planifié en 2020, date à fixer. Voilà. Vous voyez, ça couvre un panel assez large de problématiques. Voilà, merci, et je repasse la parole à Jacques Bernard. Eh bien, merci Bertrand pour cette présentation. Alors, peut-être qu'on va commencer par une chose, c'est que les membres, en fait, tous les membres partagent leur expertise et apportent leur véritable expertise dans certains domaines très, très pointus. Alors, Mathieu Robin, voilà, c'est intéressant parce que vous êtes au cœur des data chez Unicancer et là, vous apportez une véritable connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que vous retirez de la mise, c'est ce que vous y apportez, mais aussi parlez-nous des data, donnez-nous la problématique aujourd'hui. C'est le journaliste qui parle, je suis intéressé par les sujets que vous pourriez me procurer si j'arrivais chez vous. D'accord. Bon, dans les quelques minutes imparties, mais j'espère que les questions sont nombreuses. Merci Jacques Bernard. Donc, nous pourrons interagir sur des points plus spécifiques. Bon, là, l'objectif, c'est de vous dire un petit peu en effet ce que je fais et ce que je trouve et ce que j'apporte à la MIS, sachant que vous avez bien pu comprendre, comme l'a expliqué Bertrand précédemment. La MIS, c'est avant tout une association vraiment très conviviale, axée sur le scientifique, qui permet des échanges et dans des milieux qui sont proches de ceux qu'on maîtrise parfaitement, pour pouvoir justement se transmettre de l'information et développer des opportunités, et également participer à de nombreuses formations sous forme de webinars, de par la situation actuelle depuis quelques mois, puisqu'en effet, certains événements physiques ont été transformés en webinars. Nous verrons ce qui se passera pour 2021. Donc, très brièvement, puisque je pense que ça fera une bonne articulation avec la suite des interventions. Donc, les données de vie réelle sont des données sur lesquelles les personnes avec qui on travaille, que ce soit des académiques, des industriels, les biotech qui commencent à s'y intéresser également, comprennent que sur ces données, on peut en tirer d'informations utilisables, soit pour mieux maîtriser des populations sur lesquelles il y a un intérêt en termes de développement, de positionnement de produits, de médicaments ou d'un matériel médical ou d'une innovation en développement. Donc, c'est vrai que la connaissance de ce qui se passe en population plus large que celle des études expérimentales apporte des éléments extrêmement instructifs et importants pour mieux maîtriser le contexte et l'environnement lorsqu'on est en développement et également en identification, en positionnement, en surveillance du positionnement d'un produit ou d'un matériel. Et il y a également une utilisation de ces données de vie réelle, puisqu'il y a eu vraiment un apprentissage et il se poursuit, et c'est ce qui est très très intéressant dans ce domaine. Il y a vraiment la poursuite d'un apprentissage de la maîtrise de ces données, de la maîtrise de leur validité, de la maîtrise et du développement de méthodologies d'acquisition, bien sûr, d'analyse également, et donc de potentiel d'utilisation, de valorisation, de compréhension de ces données. Et c'est l'objectif, et ça commence vraiment à arriver, pas uniquement en France, je dirais en France peut-être même avec retard d'ailleurs par rapport aux États-Unis et à d'autres pays européens. Il commence à y avoir une utilisation de projets menés sur des données de vie réelle, faites à la demande des autorités de santé, voire supportives de dossiers dans lesquels des essais cliniques relativement bien maîtrisés et qui sont parfaitement compris peuvent apporter des informations complémentaires. Donc, c'est vrai que les données de vie réelle aujourd'hui ont une définition qui n'est pas si simple. Hier encore, je participais à un séminaire sur les données de vie réelle. J'étais plutôt on va dire, un intervenant indirect. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui a été menée auprès de, je crois, 25 industriels, gros ou petits, et pour savoir juste quelle était la définition des données de vie réelle. Et au final, ils sont sortis avec 40 définitions différentes. Donc, c'est vrai que le scope des données de vie réelle
aujourd'hui est quelque chose qui est relativement complexe à définir, et puisque finalement, il va dépendre du type de données que l'on met dedans. Donc, est-ce que ce sont uniquement les données issues de l'activité, on va dire, de soins courants en dehors des données expérimentales, par opposition aux données expérimentales des essais cliniques? Est-ce que ce sont également les données qui sont générées par les patients, qui reportent et avec qui il y a des interactions de plus en plus importantes pour mieux communiquer sur des événements qui intéressent les industriels, les biotech et les académiques, que sont par exemple des critères en lien avec la qualité de vie, avec la tolérance, avec la perception d'un certain nombre d'événements par le patient. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise en compte du patient avec ces données virales qui est de plus en plus importante. Et également, toute la notion, donc là, c'est la troisième notion que je voulais introduire, de regroupement de ces données dans le cadre d'entrepôts. Donc, autant, pour ceux qui me connaissent, le terme Big Data est un terme qui ne me plaît pas du tout dans le domaine de la santé par rapport à ce qu'on peut faire avec les données de vie réelle, parce que c'est vrai que la maîtrise et l'information native de la donnée médicale est déjà extrêmement élevée et importante, et qu'on n'a pas besoin de forcément beaucoup de données pour répondre et pour décrire des éléments cliniques, des parcours de soins, des stratégies thérapeutiques, des populations d'intérêt. Mais l'important dans ces données de vie réelle, c'est de maîtriser la validité de ces données. Donc, c'est un travail qui est extrêmement important, sur lequel il y a beaucoup de travail au niveau français et au niveau international, avec des standards qui commencent à se définir et qui commencent à être partagés. Et tout ça pour les rendre recevables tant au niveau scientifique et que pour des publications, que pour les autorités de santé qui, de plus en plus, vont être amenées à utiliser des projets et des analyses issues de données de vie réelle. Peut-être un dernier mot, si j'ai le temps, avant de répondre, de poursuivre, que nous poursuivions cette conférence de la MIS. Donc, il y a bien sûr des particularités, comme je vous l'ai dit, en termes méthodologiques, en termes réglementaires, et toute la richesse de ces données que je fais moi au jour le jour dans mes fonctions de directeur des données au sein d'Unicancer, c'est d'avoir constitué un entrepôt de données dans lequel, juste pour illustrer, il y a 60 000 patients qui sont suivis de façon avec des données actualisées régulièrement, qui ont permis de mener 80 projets, dont à peu près 7 ont donné lieu à des utilisations par des autorités de santé, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Europe. Donc voilà un petit peu la vision assez large, et finalement on voit très très bien le lien avec tout ce qu'on connaît des études cliniques, des essais cliniques et des aspects réglementaires, puisque toute l'importance dans la maîtrise de ces données, c'est également de rentrer dans un cadre réglementaire parfaitement maîtrisé. Donc, il y a le RGPD dont on va parler juste après, dans un cadre également qualitatif, normatif, qui évolue et qui est de mieux en mieux maîtrisé et partagé. Et donc, c'est vrai qu'il y a une montée en qualité de ces données et donc dans la possibilité de leur utilisation à des niveaux très, très divers par les industriels, par les biotech. Qui dit entrepôt de données dit données existantes, et donc réutilisation de ces données à différents niveaux par de différents acteurs. Merci beaucoup Mathieu pour cette explication et toutes ces précisions. Je vous précise que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. N'hésitez pas, hein, on les prendra au fur et à mesure. Emmanuel, c'est à vous. Écoutez, Emmanuel, vous avez un cabinet de consulting qui est quand même notoirement connu, qui est un gros cabinet de consulting. Hein. De ma mémoire défaillante, j'avais déjà quelque chose comme 70 personnes qui étaient à l'intérieur, mais il doit y en avoir beaucoup plus que 70 aujourd'hui. Alors, quelle est l'inspiration que vous trouvez dans l'AMIS? Qu'est-ce que ça vous inspire, et puis qu'est-ce que vous y apportez? Comment est-ce que ça fonctionne? Et je rappelle que vous êtes aussi membre du conseil d'administration. Alors oui, effectivement, je suis membre du conseil d'administration et puis membre fondateur, si je puis dire, puisqu'il y a 3 ans, quand j'ai été approchée par Xavier Frappès, l'ancien président de l'AMIS, et Anne-Marie Masquelier, qui était vraiment à l'origine de l'idée, j'ai été très intéressée par le fait de faire revivre un groupe autour des métiers des produits de santé, et un groupe qui ne soit pas l'ancienne AMIPS qui avait disparu de la circulation depuis quelques années.
Donc, moi, j'ai dit OK, mais avec grosse emphase sur networking entre nous et grosse emphase sur modernité. Il nous faut, et Mathieu vient de le démontrer, il nous faut du moderne, des façons digitales de fonctionner, des méthodes alternatives qui ne sont pas les anciennes. Il nous faut un petit peu révolutionner le développement des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux. Et il faut que les thèmes correspondent à des sujets vraiment transformants, quoi, vraiment de rupture. Et c'est parti comme ça. Alors, je leur ai dit, vous savez, on est tous un peu des vieux croutons, il va falloir des jeunes dans l'histoire. Et grâce, effectivement, à certains jeunes qui nous ont rejoints très rapidement, le conseil d'administration est beaucoup plus rajeuni. Et donc, ça amène, bien évidemment, Mathieu vient de le montrer, des sujets très, très d'actualité, quoi. Et c'est bien parce que quand on est pionnier dans des sujets dont on n'a pas encore parlé, eh bien, évidemment, on doit échanger entre nous parce que sinon, on ne peut pas découvrir tout seul. Alors, quelles sont ces méthodes principalement, et Virginie va parler un peu plus tout à l'heure en termes de recherche clinique, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord commencer par savoir maîtriser le risque. Donc, il y a toute la notion de risk management, et je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, ce n'est pas le sujet, mais le risk management, c'est un point énorme en recherche clinique et d'ailleurs en recherche en mise sur le marché des produits de santé, et il faut anticiper. Ensuite, il y a toutes les méthodes beaucoup plus modernes en termes de monitoring, et par exemple, pendant le Covid, on a vu que le monitoring, s'effectuait, c'était déjà ancien, mais s'effectuait de plus en plus en remote, que le risk-based monitoring était encore plus développé ces derniers temps, et puis surtout qu'on pouvait remplacer des points manquants dans des données par de la modélisation. C'est-à-dire que pour remplacer les points sur une courbe, on modélise la donnée et on fabrique le point. Et les agences réglementaires, principalement la FDA, sont tout à fait d'accord là-dessus. Donc, méthode alternative pour accélérer les essais cliniques, c'est un des points. Et puis alors, en développement complet, c'est-à-dire en montrer la mise sur le marché, pour mettre sur le marché un dispositif médical ou un médicament, on peut aussi utiliser les méthodes in silico. Et on a eu un webinaire là-dessus, on fera d'autres événements sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que si les méthodes in silico de simulation sont très utilisées en dispositif médical depuis quelques années, elles le sont maintenant aussi en médicaments, c'est-à-dire qu'on peut très bien présenter à la FDA, et on est en train de le faire nous-mêmes, un dossier de développement clinique qui est fondé à la fois sur des données in vivo et des données in vitro. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va faire, par exemple, je sais pas moi, une pharmacocinétique chez l'homme, dont les données seront exploitées pour designer une étude in silico pour trouver une dose, par exemple, une phase équivalente, ce qu'on appelle 2, mais qui est plutôt exploratoire. Et puis ensuite, à partir des données in silico de la phase 2, on va créer une vraie phase 3 pivot, et ainsi de suite. Donc, un cercle vertueux, un cycle vertueux qui amène vers l'évaluation d'un rapport bénéfice-risque fondé sur à la fois des données in vivo et des données in silico du patient virtuel. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Mais je vais peut-être laisser Virginie parler un peu plus de méthodes en recherche clinique. C'est à vous, Virginie. Alors, pour reprendre votre question initiale, Jacques Bernard, ce que je recherche à l'AMIS, c'est ce que je peux apporter. Alors, moi, j'ai rejoint l'AMIS assez récemment, en début de cette année, et j'ai trouvé un conseil d'administration très sympathique et très dynamique, qui m'a tout de suite adoptée, je dirais. Et donc, c'est aussi pour ça que je me trouve là ce soir. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ces échanges que nous avons, qui sont à la fois très enrichissants et informels. Ça permet d'avoir des contacts avec d'autres professionnels des industries de la santé qui ne sont pas dans une relation de business, en fait. Donc, on peut poser des questions. On n'a pas peur de poser une question qu'on penserait peut-être un peu bête hors de ce contexte. Et on apprend beaucoup les uns des autres. Donc, je
trouve que c'est un groupe vraiment très ouvert. Et donc, comme vous l'avez vu, on a organisé plusieurs webinaires et les membres du conseil d'administration sont aussi force de proposition dans ces webinaires. Et donc, moi, j'ai eu le plaisir de pouvoir modérer celui sur les essais cliniques in silico. Et ça a été vraiment très agréable, non seulement à préparer et à faire, parce que j'ai découvert une autre facette des essais cliniques qui m'intéresse beaucoup et qui, je crois, sera l'avenir du développement des médicaments, en plus de l'in vitro et de l'in vivo. Alors moi, ce que je peux apporter, c'est mon expérience des opérations cliniques. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça. D'abord dans une grosse CRO, ensuite chez Actelion. Alors Actelion, c'est une société biopharmaceutique de taille moyenne. Donc c'est pas vraiment une biotech, c'est pas non plus une big pharma, c'est la taille intermédiaire. Et donc j'ai passé 5 ans à diriger les opérations cliniques sur la France, la Belgique et la Hollande, donc essentiellement sur des phases 2 et 3. Et j'ai vu au fil des années aussi l'évolution des essais cliniques. Et ce que je peux peut-être garder, enfin ce que je garde vraiment en mémoire de cet apprentissage, c'est le fait que dans un labo, contrairement à une CRO, nos investigateurs seront les futurs prescripteurs et que c'est un point très important à considérer, donc et à bien s'accorder avec les affaires médicales aussi pour bien mettre en place la stratégie. Et puis, le protocole aussi doit déjà prévoir très tôt l'accès au marché. Et donc, on ne doit pas répondre à des questions juste pour la beauté du geste qui peut-être ne serviront pas et qui vont compliquer inutilement le protocole. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses importantes que j'ai retenues. Et puis aussi, et comme le disait Emmanuel, l'utilisation d'outils plus modernes, comme le risk-based monitoring, d'avoir un bon CTMS, donc Clinical Trial Management System, ça aide aussi beaucoup. Et j'ai vu aussi la mise en place des ICOA, donc les Electronic Clinical Outcome Assessments. Et ça aussi, ça enrichit les essais cliniques. Ça amène de la donnée qui a de la qualité et c'est aussi surtout de la donnée qui vient du patient. Et donc, ça rend les protocoles plus centrés sur le patient. Et ça aussi, c'est très important. On implique de plus en plus aussi les associations de patients dans le design des protocoles ou dans le... Voilà, je sais que certains laboratoires font même des sortes de demi-tests où ils font tester le protocole par un patient et ils voient ce que ça donne en termes de contraintes réelles sur le patient. Et voilà, je pense que c'est des choses qui sont très importantes dans le développement clinique. Et voilà ce que je peux en dire en quelques mots. D'accord, merci pour cette précision. Alors, moi, j'avais une petite question sur quand on lit le titre l'AMIS, l'association des métiers médicaux des industries de la santé. Alors, je fais un rapport avec le confinement. Les Zoom 19 heures ont permis de déconfiner, mais finalement, métiers médicaux des industries de la santé, c'est de la transversalité, c'est-à-dire que vous déconfinez, vous désilotez quelque part l'ensemble des compétences des uns et des autres. Est-ce que c'est ça? Oui, mais j'ai peut-être. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Jacques Bernard, ok. Oui, ben, effectivement, merci pour le passage de bâton, parce que justement, j'allais parler de ce point-là, parce que ce qui est très vivifiant à l'AMI, c'est qu'on est d'origine en fait diverse. On est des scientifiques, ça peut être effectivement des médecins, des pharmaciens, des PhD, des ingénieurs, et c'est fantastique parce qu'on a une époque en fait où on voit que ces différentes spécialités en fait se rejoignent pour le développement d'un médicament, le développement d'un dispositif médical, d'un diagnostic, etc. Et comme l'a très bien résumé Virginie tout à l'heure, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant d'avoir des gens d'expérience, c'est-à-dire qu'en gros, en quelques minutes, elle a résumé en fait les problématiques et l'évolution des essais cliniques. Et effectivement, toutes ces technologies ne sont pas intéressantes en tant que telles, parce que ça reste des programmes informatiques, mais c'est intéressant dans le bénéfice que ça apporte, l'accélération, l'amélioration de la qualité, le fait d'inclure des patients. Par exemple, en cas de Covid, on peut accéder au patient, le patient peut rentrer ses données alors qu'il est bloqué chez lui, etc. Et c'est ça qui nous intéresse, et d'avoir ces regards croisés, je pense que c'est important à ce moment-là du stade de l'industrie de la santé. Si on reprend l'exemple du webinaire in silico,
qui a eu lieu le 30 juin, donc où c'est OP2 Drugs, une biotech qui a présenté ça, de façon très pédagogique d'ailleurs. Et c'est bluffant en fait de voir, en fait, quand il l'explique, comme en fait c'est pas compliqué. Voilà. Et comme en fait on se dit, mais finalement pourquoi on l'a pas fait avant? Parce que, bon, évidemment, l'explication c'est que il faut aussi que tout le monde s'ouvre à ça et accepte de faire des patients virtuels et de passer par là, parce que c'est un peu contre nature. Et comme l'a dit Emmanuel, pour l'instant, a priori, seule la FDA a accepté de jouer le jeu là-dedans, et puis on verra pour les autres géographies. Mais oui, je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai un angle, je suis ingénieur généraliste, donc j'ai effectivement l'angle plus intelligence artificielle, plus sur les aspects système d'information, protection des données aussi. Et ça, je pense que les discussions qu'on a sur ces thèmes-là seront intéressants pour nos amis des structures plus petites, biotech, medtech, etc., ou CRO plus petites, parce que finalement, ça concerne tout le monde. Les outils ont des coûts maintenant on trouve des ICRF partout à des prix, voilà, à tous les prix en fait. Hein. Donc ça devient accessible à tout le monde et tout le monde peut s'en servir. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant en quelque sorte, que nos amis des petites structures puissent benchmarker avec des gens qui viennent des grandes structures et qu'eux ont une expérience de certains processus. Et je pense que ça joue dans les deux sens, parce que bien souvent, les petites biotech ou medtech sont plus flexibles et peuvent proposer des alternatives intéressantes aussi. Voilà, Merci. Moi c'est ça que je voulais présenter ce soir. C'est le bénéfice en fait pour nos amis des petites structures. Merci Bertrand. Une autre réaction depuis Emmanuel ou Virginie? Eh bien, moi, ce que je voulais simplement dire aussi, c'est qu'il y a plein de sujets encore à discuter, qu'on n'a pas encore ouvert depuis le peu d'années qu'on existe. Mais pour compléter les sujets recherche clinique, par exemple, il y a tout ce qui est patient centricity, là, le patient au centre du sujet. Aujourd'hui, la FDA demande à ce que, dans certains cas, les protocoles cliniques soient établis avec la présence de patients experts, d'associations de patients. Et ce sont des gens qui vont, enfin des membres clés de l'équipe du panel d'experts qui va créer le protocole clinique. Ce sont des membres clés au point qu'on ne peut pas faire sans eux, puisqu'ils vont apporter des critères d'évaluation qui seront complètement différents de ceux que pourront proposer les KOL seuls ou le sponsor seul ou quiconque seul. D'où l'importance d'un travail de collaboration multidisciplinaire. Et en conséquence, c'est ce type de sujet qu'on veut traiter à la mise pour montrer un petit peu que tout est transversal et que seul on n'arrive à rien, mais il faut toujours assembler les différentes compétences, comme partout. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons perdu Mathieu Robin au passage. J'essaye de le récupérer. Voilà. On a besoin de lui. Oui. Il y a une question qui est intéressante. On en a traité dans Biotech Finance. Ce sont les essais dématérialisés. Ça a été notamment, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus avec des datas qui seront pas forcément collectées dans un site d'essais cliniques, qui vont être collectées de l'extérieur. Alors tout ça, c'est des problématiques de pointe. Comment ça se passe, Mathieu Robin? Est-ce que ce sont des questions que vous abordez et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis désolé, c'est vrai que j'ai eu des petites coupures. Je ne sais pas si vous avez dû les voir passer. Le début de la question par rapport à la constitution, centralisation, interopérabilité, c'est ça Oui, et puis les questions de pointe, notamment sur les essais dématérialisés. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce côté-là? Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude depuis quelques années. Donc, précédemment, j'ai travaillé 10 à 15 ans sur les essais cliniques, on va dire, plus conventionnels. Et c'est vrai que depuis 10 ans, je suis maintenant sur une autre approche qui progressivement se rapproche justement de la démarche des essais cliniques. On n'est pas du tout au même niveau. Il n'y a pas de randomisation. Il y a des biais particuliers qu'on retrouve dans les données de vie réelles
et qu'on ne retrouve pas, bien sûr, dans les essais cliniques, mais il y a également un certain nombre de biais dans les essais cliniques dont on parle assez peu, mais qui existent par ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une des démarches qui se développe est d'utiliser ces gros entrepôts de données avec donc des données virales qui ont été acquises, donc comme je vous l'ai dit, de façon non expérimentale, qui après avoir passé la moulinette, entre guillemets, si vous me passez l'expression, de la validation des données et sur le caractère utilisable de ces données à un niveau voilà, on va dire, maîtrisé, on commence à reconstituer des cohortes historiques ou des bras contrôle qui, en face d'études non randomisées, d'études de phase 2. Et donc, ce contrôle peut être comparé sous certaines conditions avec des méthodologies voilà, un petit peu spécifiques pour une utilisation. On a reconstruit un bras, on n'a pas fait d'études randomisées à large échelle, mais on a une étude de phase 2 qui montre déjà voilà, un niveau d'efficacité intéressant pour lesquels on arrive à reconstruire un bras témoin à partir de données issues de la vie réelle. Donc, c'est complexe, hein. Je vous le dis rapidement, ça ne fait pas en 5 minutes, mais avec après finalement une acceptation à un niveau scientifique et notamment par les autorités qui, pour reprendre ce que disait Emmanuel, c'est vrai qu'il y a une maturité au niveau de la FDA d'accepter différents types de design. On parlait des essais in silico et on parle également aussi de la FDA qui accepte et qui recherche des nouveaux designs, et donc notamment des designs qui utilisent des données mixtes, expérimentales en termes d'acquisition, de méthodologie, de niveau de validation, qui sont rapprochées de données issues de la vie réelle, sous certaines conditions, bien sûr, de validation, de méthodologie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette réflexion et qui est finalement une réalité. Il y a déjà quelques exemples concrets d'utilisation de données mixtes, de design très différents, qu'on arrive finalement à reconstruire dans une coque commune qui permette de générer une information utilisable par les autorités. Et ça, je pense que c'est un avenir qui va se poursuivre, puisque l'EMA commence aussi à avoir des groupes de réflexion qui avancent complètement sur ce sujet. La France, pas encore, mais suivra certainement ce qui se discute au niveau européen. Mais pour une première approche, oui, Emmanuel ? Oui, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, justement, le rôle de l'AFD, enfin le rôle de ces pionniers que nous sommes, par exemple, on parlait tout à l'heure d'OP2, c'est non seulement de développer un médicament, qui est quand même le but primaire, mais aussi d'éduquer les agences réglementaires, parce qu'elles aussi, elles sont très avides de nous entendre. Donc moi, je vois avec OP2, par exemple, la FDA nous a appelés, on y est allé 6 fois en 2 ans. Donc, on y était presque tous les 3 mois, quoi. Et ils nous disaient, on est peut-être des pharmacologues, mais on est aussi des geeks, donc on veut comprendre, on veut désosser tout ce que va faire, c'était Nova Discovery, le modélisateur, et on veut comprendre tout ça, et venez nous voir, venez nous retrouver dans des groupes de travail privés pour nous éduquer, et nous, on va vous donner en échange de l'information, puisqu'on va l'adapter et l'appliquer à d'autres produits. Tout à fait. Donc, c'est un travail de partenariat agence réglementaire, sciences réglementaires et, tout à fait. et données. Et données, voilà, un petit peu différentes de celles qui sont attendues classiquement. Et c'est vrai qu'il y a un attrait quand même, notamment des agences de la FDA, donc, qui est en effet plutôt en avance dans ces démarches, un petit peu ouvertes par rapport à d'autres autorités dans des zones géographiques différentes. Donc ça, on le sent parce que c'est eux finalement qui demandent. Et pourquoi ils viennent demander en Europe? Alors ça, c'est une perception qui n'est pas la mienne, qui est assez globale. C'est vrai qu'en Europe, et en France en particulier, on a la chance, notamment sur ces données, d'avoir une approche très santé publique, épidémiologie, donc avec un focus sur toute la partie outcome, suivi des événements cliniques, qui est quand même extrêmement fine par rapport à ce qui peut être retrouvé aux États-Unis, même si bien sûr aux États-Unis, on retrouve aussi ce type d'approche, mais qui est quand même souvent moins complet, qui est beaucoup plus axé sur les produits, sur les boîtes, entre guillemets, et la partie clinique et finesse de l'évolution des événements cliniques. Je parle beaucoup pour l'oncologie, pour lesquels c'est vraiment un sujet, de tout ce qui est progression, rechute, on s'arrête, on repart. Donc, c'est des maladies pour lesquelles il y a différents types d'événements qui interviennent à différents temps. Donc, c'est relativement complet et complexe en termes épidémiologie pure. Et c'est vrai que l'Europe et la France
ont cette démarche médicale de valorisation et d'approche de l'événement clinique qui est très, très fine. Merci pour ces explications. Alors, ce que je retiens, c'est quand même qu'il y a un véritable ascenseur entre ce que chaque membre va chercher et l'enrichissement de chaque membre qui est transmis à la communauté des membres de la MIS. Et là, c'est intéressant parce que les contacts d'Emmanuel avec la FDA, comme ça, peuvent être, on veut dire, retranscrits dans des réunions de la MIS. Et pour les biotech, c'est tout à fait intéressant d'assister à ce type de restitution hors cadre informel, on va dire, mais qui permettent de glaner quelques éléments fondamentaux. J'avais une question pour vous, Bertrand Le Bourgeois. Alors, on voit qu'il y a une richesse à la MIS forte, très forte, mais comment est-ce que vous interagissez avec les autres associations en biotech, le LEM, je crois que vous avez un partenariat, vous êtes plus ou moins en liaison avec le LEM par ailleurs, et qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce que vous leur apportez? Ah, on a perdu le son. Oui. C'est bon, Voilà, vous m'entendez? C'est bon. Oui, j'avais coupé pour éviter qu'il y ait du Larsen. Donc oui, en fait, il n'y a pas de, à part avec le LEM où effectivement ils nous référencent dans leurs documents, dans leurs brochures sur les métiers médicaux pour les médecins dans l'industrie pharmaceutique. On n'a pas de partenariat réellement établi. Comme un peu souvent les associations, en fait, c'est suivant les opportunités, hein, effectivement, qu'avec telle personne avec qui on a un bon contact ou qu'on connaît par l'historique, effectivement, on décide de mettre en œuvre telle activité ou telle autre. On n'a pas d'a priori, hein, bien entendu, on est ouvert. Alors effectivement, vous voyez, là, on fait quelque chose avec vous, avec Biotech Finance. On a un partenariat. Alors, par contre, on n'est pas sûr de le conserver. C'est pour ça que je l'ai pas mentionné dans les diapos au départ. On avait jusqu'à présent, on était membre d'un réseau international qui s'appelle l'IFAP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui est en particulier dont la force réside essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement dans le fait qu'ils ont une académie, c'est-à-dire ils sont un organisme de formation pour les métiers médicaux. Voilà, donc ils proposent des formations en ligne et des formations en présentiel. Donc ça a été fait dès le départ. On est en train de revoir ça, mais pour voir si vraiment on en retire des bénéfices pour nos membres. Mais après, on est effectivement ouvert après, on a chacun nos propres comment on dirait en français, nos propres adhésions, nos propres memberships. Donc, par exemple, moi, ma société, on est membre de France Biotech, on est membre de plusieurs associations. Je sais Goisin Consulting, c'est pareil, Mathieu. Donc, chacun amène en fait tisse sa toile et après on déroule la pelote de laine en fait à partir de là. Mais c'est vrai que ce qui est, comme dans toute association bénévole, ce qui est important, c'est c'est qu'on y amène, chacun amène des choses et que pour que les autres puissent en retirer quelque chose de manière informelle, en fait. C'est ce que disait Virginie tout à l'heure, mais c'est vrai. Hein, c'est pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'est pas le background médical, qui ont des médecins ou des pharmaciens, c'est très enrichissant. Et puis moi, j'apporte une autre vision des choses, par exemple. Voilà. Très bien. C'est là où on se complète. Merci pour cette réponse. Il est 19h39, alors on a le temps de prendre une question, mais je n'en ai pas vu beaucoup, mais s'il y en a une, je suis prêt à la prendre. Sinon, peut-être qu'on peut rappeler le prochain événement de la MIS, quel est-il? Celui qui arrive tout de suite dans pas longtemps, c'est un webinaire, c'est ça que vous faites? Ah non, alors le prochain, c'est la soirée développement clinique pédiatrique qui aura lieu le 6 octobre à Paris. Ouais. Le lieu est en train d'être confirmé et c'est de 18h30 à 20h30 suivi d'un cocktail dînatoire. Voilà. Ah bah donc, oui, allez sur notre site web amis.astoconnect.com, vous aurez le programme et donc les différents intervenants, parce qu'il y en a plusieurs, donc je ne peux pas tous les nommer ici. Mais vous verrez, c'est des intervenants de haut niveau qui interviennent, même pour une personne est membre d'un comité pédiatrique à l'EMA. Voilà, donc je pense que chacun pourra en retirer pas mal d'informations utiles. Oui, ça va être un débat passionnant parce que c'est un secteur tout à fait pointu et très intéressant en tout cas. Il est 19h40.
Nous arrivons à la fin de l'exercice. Il n'y a pas eu de questions, ça veut dire qu'on a été très bon. On a répondu à toutes les questions qui pouvaient se poser Je pense, oui. Alors, comme d'habitude, hein, je fais la présentation du dernier de la conférence de demain, c'est la conférence de jeudi, celle qui clôt cette semaine. On aura donc Jean-Philippe Combal. Jean-Philippe Combal, c'est le CEO de la société qui s'appelle Vivette Thérapeutique. Et Vivette Thérapeutique, si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, a passé un accord avec Pfizer et l'a annoncé. Pfizer a pris 15% des parts de Vivette Thérapeutique et en fonction des étapes différentes qui vont être franchies, Pfizer prendra les 85 autres pourcents restants. Vivette Thérapeutique est dans la maladie génétique, travaille sur les maladies génétiques rares et notamment la maladie de Wilson. C'est, je crois, une accumulation de cuivre, hein, si je me souviens bien des choses. Voilà, donc ça va être aussi passionnant que notre conférence de ce soir. Je vous remercie à tous de votre présence et des présentations que vous avez faites. Elles ont été très intéressantes et on sait que on peut s'appuyer sur la mise quand on a une question intéressante sur les essais cliniques à poser. Il faut y aller. Pour les PDG, CEO de biotech, n'hésitez pas. Vous connaissez les membres du conseil d'administration, les éminents membres. Et puis, à très, très bientôt à tous. Merci encore. Merci Jacques Bernard, c'est très sympathique. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, bonne soirée à tous. Merci Jacques Bernard, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.